Merci. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. I think he gets it from here. Just remember. It also could be somebody sitting on their bed that weighs 400 pounds, okay? Good evening and welcome to the first presidential debate. You know the rules. Whoever sings the best is the next president. And whoever loses has to be content with their incredible wealth. I spoke to Sean Hannity, everybody refuses to call Sean Hannity. Sean Hannity, nobody calls Sean Hannity. I said the war's a stupid thing, if somebody would call Sean Hannity. Woo, okay. Why should we vote for you? Japan, we don't pay. What magical things will you do? We should raise the minimum wage. I know how to win, she does not. We should build an economy not for those at the top. I think about this a lot. Why should we vote for you? Should we try to keep the peace in the Middle East? Or give up and use the money to cure herpes? We should have taken the oil. Now they have the oil all over the place. We've got to defeat ISIS. I was involved in taking out bin Laden with Secretary of State. Trumped up, trickled down. That's what it would be. That is not how we grow the economy. Don't let the jobs leave. We can stop the companies, stop them from leaving. I built an unbelievable website. So if you want to see in real time the homepage of my website, please go And take a look at mine. You've been fighting ISIS your entire adult life. I spoke to Sean Hannity, everybody refuses to call Sean Hannity. Sean Hannity, nobody calls Sean Hannity. I said the war's a stupid thing, if somebody would call Sean Hannity. Am I hallucinating? Or is this debate just crazy? Why should we vote for you? My son's so good with computers, he's 10 years old. What magical things will you do? He should not have the nuclear codes. They're taking our jobs. Donald called women pigs, dogs, and slobs. Our country's in trouble. They big fat bubble. Why should we vote for you? I spoke to Sean Hannity, everybody refuses to call Sean Hannity. Sean Hannity. Thank you and good night. Now, I'm going to go have a drink with him. Alors, la campagne électorale de caniveau menée par Donald Trump a largement occulté l'une des grandes questions qui se posent aux États-Unis, qui est celle des inégalités sociales et de leur accroissement, en particulier depuis la crise de 2008. On peut penser que cette question des inégalités a été un des moteurs du succès de Bernie Sanders lors de la campagne démocrate, et que, du reste, c'est un thème qui est pour partie repris par le programme d'Hillary Clinton. Pour en parler ce soir, deux invités. Romain Huret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes un spécialiste justement des inégalités aux États-Unis. Et puis Thomas Cantaloupe, nos lecteurs le connaissent puisqu'il suit de près la campagne américaine. Thomas, je ne me trompe pas en disant que cette question des inégalités a été quasi évacuée lors de cette campagne, en tous les cas pendant les débats Trump-Clinton.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dominait beaucoup les primaires côté démocrate et d'une certaine manière aussi les primaires côté républicain, où le paradoxe, c'est que quelqu'un comme Trump, un milliardaire qui n'a jamais payé d'impôts, qui a une star de la télé-réalité, finalement s'est imposé en tant que candidat populiste. Et donc oui, la question des inégalités travaille beaucoup les États-Unis. Depuis quelque temps, moi, quand j'y vivais, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des gens qui commençaient leur discussion à nous dire ah ouais, mais moi, je vivrais moins bien que mes parents, je le sais. Et c'est quelque chose qui commence à travailler pas mal les Américains. Et on a vu notamment le succès étonnant du livre de Thomas Piketty sur le capitalisme. Succès assez peu prévisible qui effectivement, aux États-Unis, remet beaucoup. Donc, en fait, j'ai envie de vous demander, Romain Huret, effectivement, est-ce qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis depuis, je dirais, 3-4 ans de cette question des inégalités qui arrive dans le débat public et d'une certaine manière dans la campagne, en tout cas dans la campagne des primaires plus que dans la campagne générale à laquelle on assiste depuis les conventions? Il y a une prise de conscience qui remonte, vous avez évoqué vos amis proches, vous avez évoqué le livre de Thomas Piketty. Il y a eu aussi le mouvement Occupy Wall Street, qui a été, je pense, un échec dans la dynamique sociale. Il voulait élargir le mouvement social, il voulait aller au-delà des cercles militants traditionnels. Mais là où Occupy Wall Street a été très important, c'est de replacer dans le débat idéologique et dans le débat médiatique des termes comme les 1% les plus riches, la question de l'impôt, la question fiscale. On n'en parlait plus, moi ça fait 20 ans que je travaille sur les inégalités. C'est la première fois que tout d'un coup on a vu, sur les grands médias nationaux, on a entendu un discours sur les inégalités, on a réfléchi à la distribution entre les générations, à l'intérieur d'une même génération, on a parlé des 1%, on a parlé de dynamique de distribution des richesses, et ça c'est tout à fait nouveau. Et ma grande frustration par rapport à la campagne depuis, vous l'avez dit, depuis septembre, c'est qu'on n'en parle plus, alors que Bernie Sanders avait ouvert la porte pour parler de ce qui est le moteur principal de ces inégalités, c'est la question de la mondialisation et ses effets sur le marché de l'emploi, sur les citoyens américains les plus pauvres, les plus fragiles. Donald Trump, paradoxalement, l'a fait aussi, puisqu'il a fait campagne au départ tout au départ. Il a continué à évoquer la question de la mondialisation, le rôle de la Chine, la question de l'emploi, de l'immigration, dans un fourre-tout aberrant, idéologique. Mais néanmoins, j'espérais qu'il allait y avoir un débat sur la mondialisation, sur ses effets pour les ouvriers américains qui, depuis 50 ans, sont confrontés à deux grands partis qui sont très favorables à la mondialisation. Et à cause du désastre depuis 2 mois des débats et de la teneur tout à fait délirante de ce qu'on a entendu encore hier, on n'a pas eu de vrai débat. Mais alors, ce que pose la question posée par ce problème des inégalités, c'est aussi finalement quid du bilan de Barack Obama, en particulier depuis la crise de 2008, puisque là, on est dans un moment de rupture et que ces inégalités sociales vont s'accélérer à la suite de la crise de 2008. Dans la politique intérieure d'Obama, il n'y a pas eu de mesures fortes qui ont permis de corriger ça. Obama est prisonnier, je dirais, par rapport à la question de la mondialisation. Obama, comme Hillary Clinton, sont prisonniers de l'idéologie de la croissance. Et ils sont persuadés que la croissance va créer des emplois et que les emplois vont réduire les inégalités. Et comme son programme sur la pauvreté il y a des petites mesures, des micro-mesures qui vont ponctuellement aider les petits-enfants, qui vont aider certains individus à être propriétaires. Mais globalement, il y a cette idée au cœur du projet qu'il faut soutenir la mondialisation, il faut soutenir le libre-échange et que c'est ça qui va créer les emplois. Obama a mis en place Obamacare, qui a aidé, qui n'est pas l'assurance maladie, l'assurance maladie, qui va aider des millions d'Américains. Donc on peut être sceptique sur la méthode, puisque c'est les assurances privées qui vont en bénéficier. Donc c'est pas un système d'assistance médicale comme en Angleterre ou comme en France on a pu connaître après la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, tout n'est pas négatif dans le bilan d'Obama. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les inégalités sont nourries de la mondialisation, sont nourries d'une dérégulation de l'économie américaine, une dérégulation du secteur économique. Et le vrai problème des inégalités pour les citoyens les plus pauvres ou pour les petites classes moyennes, c'est cette machine à déréguler qui rend très difficile l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi. Et Obama n'a pas eu vraiment de réponse forte. Au contraire, Obama était, au début de son mandat, il était très favorable à l'éthique du travail, à la responsabilité individuelle. Il avait choqué la communauté afro-américaine en disant aux jeunes bougez-vous, sortez de votre canapé, allez travailler. Votre échec est individuel en quelque sorte. Ce n'est pas les structures qui sont en cause. Alors, il a mis de l'eau dans son vin, puisque le mouvement Black Lives Matter lui a montré qu'il y avait des problèmes structurels, il y avait un racisme institutionnel
qui empêchait ces jeunes Afro-Américains d'aller à l'école, de réussir dans la vie, etc. Mais au départ, il était très prisonnier, comme tout le Parti démocrate, de cette idéologie de la croissance et cette idéologie du succès par la méritocratie. Est-ce que justement, c'est pas une des raisons des difficultés de la campagne d'Hillary Clinton, au moins auprès des démocrates, c'est finalement ce passif de son mari, je dirais. Et notamment deux marqueurs très forts, c'était le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui est passé sous Bill Clinton, et c'était formidable. Et l'ouverture des frontières entre le Canada et le Mexique, ça allait produire plein de bénéfices. Et on se rend compte 22 ans, 23 ans après que ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'était aussi la grande idée de Bill Clinton dans sa campagne de 92 du Bridge to the 21st century, le pont vers le 21e siècle, où effectivement on allait perdre des emplois industriels, mais tout ça, ça allait créer des emplois de services, des emplois technologiques, des emplois où on réfléchissait, et finalement cette promesse n'a pas été tellement tenue. Tout à fait, et on pourrait ajouter la réforme de 96 de l'assistance sociale, qui a été une réforme considérable pour comprendre l'état des inégalités aujourd'hui, puisque Bill Clinton a décidé de limiter dans le temps la possibilité pour un citoyen de recevoir une aide sociale, donc c'est 5 ans aux États-Unis. Et il a aussi mis en place un système de contrepartie que beaucoup essaient d'implanter en France. Ségolène Royal avait parlé du donnant-donnant. Je crois que Laurent Wauquiez a des idées aussi sur cette question-là. L'idée de la contrepartie, faire balayer les plus pauvres, des aides, etc. Et donc Clinton, donc son époux, a fortement contribué à ce que j'ai raconté précédemment, à savoir, d'une part, croire que la croissance va créer des emplois et donc réduire la pauvreté, et d'autre part, mettre les individus face à leurs responsabilités individuelles, éviter toute forme d'assistanat, toute forme de dépendance trop forte. Bill Clinton a toujours dit qu'il fallait un électrochoc chez les plus pauvres, qu'il fallait éviter cette situation de toucher des aides pendant trop longtemps, que ça crée un sentiment de dépendance et donc ça entretenait la pauvreté. Et Hillary Clinton est tout à fait favorable à ces mesures, à la fois le libre-échange et à la fois l'idée que l'État-providence à l'ancienne, la papa, ne marchera pas aux États-Unis. Alors en même temps, je me souviens qu'on a publié un article au moment de la Convention démocrate, au mois de juillet, qui expliquait que le programme du Parti démocrate, sous la pression entre autres de Bernie Sanders, était un des plus à gauche jamais adoptés. Est-ce que c'est exact et quelles sont les mesures phares ou est-ce qu'elles ont déjà été oubliées par Hillary Clinton? Quand vous regardez attentivement le programme aujourd'hui, il y a des mesures, je l'ai dit, pour l'éducation, notamment, c'était une des grandes promesses de Sanders, c'était de redémocratiser l'accès à l'enseignement, qui est un vrai problème aujourd'hui de la crise démocratique américaine et de la forte reproduction sociale aux États-Unis. C'est la difficulté d'accès pour les plus démunis à l'enseignement supérieur. Et une des grandes promesses de Sanders, c'était de rendre gratuit dans les universités publiques l'accès à l'enseignement supérieur. Donc Hillary Clinton a repris de manière plus modérée, mais elle a repris quand même cette idée-là. Elle a des aides ponctuelles au logement, à l'accès à la propriété, des aides aussi pour les enfants en bas âge. Mais une fois de plus, je pense que ça va bien évidemment aider ponctuellement, ça va pouvoir soigner, mais la raison même, le moteur qui entretient ces inégalités, ça reste cette mondialisation. Et paradoxalement, le seul qui a ouvert un peu le débat, c'est Trump, qui a parmi les deux candidats, qui a dit est-ce qu'on peut continuer comme ça à entretenir cette mondialisation qui crée dans beaucoup d'États un appauvrissement. Mais par exemple, quand même, réduire les inégalités, c'est une réforme fiscale. C'est par la réforme fiscale, instaurer des mécanismes redistributifs forts. Est-ce que ça, c'est au programme d'Hillary Clinton? Ça n'est pas au programme d'Hillary Clinton, en dehors de quelques promesses, mais qui ne sont jamais... Obama avait promis aussi de taxer les très très riches. Il n'y arrive jamais, parce que le Congrès est souvent très rétif. Et eux-mêmes, il faut bien voir que le Parti démocrate est soutenu par beaucoup de jeunes entrepreneurs, par la Californie est symptomatique de cela. Depuis 30 ans, on dit souvent que Hillary Clinton est soutenue par Wall Street, qu'elle a un jouet de Wall Street, etc. C'est en partie vrai, mais il faut bien voir aussi que localement, les élus démocrates sont très proches de la nouvelle économie. La Californie est symptomatique. Ce sont des élus démocrates qui, depuis 30 ans, ont aidé ces jeunes entrepreneurs à créer cette nouvelle économie à San Francisco et ailleurs. Et bien évidemment, en échange de la création d'emplois, du dynamisme, une des promesses qui a été faite, c'était de ne pas toucher à la question fiscale et de ne pas toucher aussi au libre-échange. Donc on voit bien comment le parti lui-même est entretenu par ses propres réseaux et a du mal à revenir sur cette idéologie de la croissance et du libre-échange. Qu'est-ce que vous pensez de ces référendums locaux, puisque c'est quelque chose qui vient du local, sur le SMIC à $15 ? Aujourd'hui, le SMIC national aux États-Unis est à $7,25 et on a vu émerger dans la ville de Seattle, justement par quelqu'un qui était issu d'une start-up,
La Californie s'est engagée, l'État de New York s'est engagé, et Hillary Clinton aussi, enfin, en tout cas sur la plateforme démocrate, de passer le SMIC à $15. Est-ce que vous pensez, alors, sans faire de la prospective, est-ce que c'est une réforme qu'elle peut tenir? Et en même temps, est-ce que ça pourrait inverser justement cette tendance à l'accroissement des inégalités aux États-Unis? Il y a deux choses. Je pense qu'elle peut le tenir si elle le souhaite. Ensuite, il va falloir qu'elle ait une majorité au Congrès pour le faire, ce qui a toujours été très difficile d'un point de vue pratique. Et le Parti démocrate a souvent renoncé à toucher trop à l'économie. Il y a une vraie angoisse d'un État qui est trop interventionniste au sein du Parti démocrate. Ils se sont pas remis des défaites des années 80-90, où la trop grande intervention dans le domaine économique et social conduisait à des défaites électorales. Et celui qui a changé définitivement cela, c'est Bill Clinton, qui a estimé que l'État devait intervenir le moins possible et laisser le marché régner en maître. Donc je suis assez sceptique sur sa volonté réelle de changement. En revanche, ce que vous dites est intéressant et c'est la dynamique locale. Et on l'a vu avec Bernie Sanders, où il y a eu un vrai mouvement moi qui observe les États-Unis depuis 20 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé avec Bernie Sanders. On a vu un vrai mouvement local, social, avec des jeunes qui ont soutenu Bernie Sanders, qui ont donné de l'argent, qui ont milité à ses côtés et qui font espérer à beaucoup un changement par la base. Et toutes les plus grandes révolutions sociales aux États-Unis sont venues de la base dans un premier temps. Roosevelt, il y a d'abord une révolution locale dans les villes où des militants, des associations ont pris peu à peu le pouvoir. Et ensuite, ça a été transcrit au point de vue national. On a eu le New Deal dans les années 30. Et donc on peut espérer qu'une dynamique, certains plus optimistes que moi en tout cas, pensent que le pays, ce qui s'est passé avec Sanders, ce qui se passe aussi avec Trump, c'est-à-dire cette colère vis-à-vis de la mondialisation, cette colère vis-à-vis des élites, peut laisser espérer que dans 10 ans, 20 ans, il y ait une mobilisation locale qui donne naissance à un vrai mouvement national avec une vraie réflexion sur la question de l'impôt, la question de l'emploi, la question du salaire horaire et la redistribution entre les générations. Les inégalités les plus criantes et qui se sont le plus creusées ces dernières années, selon vous, c'est quoi? Ce sont des inégalités de revenus, des inégalités entre territoires, avec des villes, des États qui décrochent, des inégalités dans l'accès à l'éducation, à l'enseignement supérieur, aux soins. Quels sont les points les plus brûlants? J'ai tendance à mettre l'accent le plus souvent sur la question de l'éducation. Oui. Et en insistant sur la difficulté aujourd'hui pour les petites classes moyennes et les citoyens les plus démunis d'avoir accès à ce qui était pour eux un vrai lieu de promotion sociale. Ce sont les colleges, les petites universités aux États-Unis, pas les grandes universités qu'on connaît beaucoup en France, les petites universités qui sont très nombreuses et qui ont joué un rôle de sas considérable pour les immigrants des années 1930-1940, pour la petite classe moyenne. 2 ans après l'équivalent du baccalauréat, 2 ans après la high school, qui permet après d'entrer dans l'université. Voilà, et de faire des études de grad school, donc d'avoir un diplôme souvent plus élevé que celui de ses parents. Et beaucoup de spécialistes de l'éducation montrent qu'il y a une vraie crise d'accès à ces colleges. Et il y a un niveau d'échec scolaire qui est très important parce que les frais de scolarité ont augmenté, parce que les bourses se sont raréfiées aussi dans beaucoup d'États. Et donc, ce qui jouait un rôle de sas formidable, qui permettait à des jeunes de ne pas partir trop loin de chez ses parents, d'avoir accès à l'enseignement supérieur, de se spécialiser dans un domaine et ensuite de pouvoir avoir une bourse qui lui permettait d'avoir accès à des grandes universités, etc. On voit bien que c'était ce lieu qui était considérable ne joue plus ce rôle-là, et même pire, dans des lycées très difficiles, les spécialistes d'éducation ont montré que les étudiants les plus défavorisés, issus des milieux afro-américains souvent, des minorités ethniques, ne passent même plus le fameux examen qui est le SAT, SAT, qui est un test national, qui est une sorte de baccalauréat, qui est obligatoire pour s'inscrire dans les universités, et que par méconnaissance, par manque de capital culturel, etc., le taux a chuté depuis une dizaine d'années. Et donc, ça crée ça... Et alors, on parle beaucoup du coût absolument incroyable pour nous des grandes universités, 70 000 $ par an. On se souvient que Barack Obama, je crois, à peine installé à la Maison-Blanche, avait dit je viens tout juste de rembourser ma dette étudiante. Est-ce que pour ces plus petites universités, les tarifs sont moins importants, j'imagine, mais c'est de quel ordre et est-ce que ça peut constituer un vrai obstacle? C'est un vrai obstacle. On est entre 5 et 10 000 $ par an, donc ça reste plus les frais. Ça, c'est vraiment les moins chers. C'est les moins chers. Locales qu'on habite dans l'État où on habite dans l'État. Si on est à l'intérieur de l'État, on paye moins cher parce qu'on estime que les parents payent pour la fiscalité. Et il faut ajouter à ça les coûts induits par le déménagement ou la vie sur place, etc., qui sont souvent élevés. Donc là, je pense qu'il y a un vrai frein et qui explique le malaise. Trump a beaucoup mis l'accent sur les Américains qui n'ont pas de diplôme,
ou qui n'arrivent plus à avoir accès au diplôme. Et on voit bien, pendant la primaire, on a bien vu que ça séduisait beaucoup une partie de l'électorat qui a le sentiment que de toute façon, ces enfants sont condamnés à ne pas avoir de diplôme et que l'accès au diplôme est pour des gens qui habitent dans des villes, qui sont loin de la réalité américaine. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, je trouvais, de très très neuf, cette idée que la méritocratie telle qu'elle avait été créée, un peu idéalisée dans les années 50, n'est plus accessible à une partie des Américains les plus modestes. Et je pense qu'en tapant là-dessus, parce qu'il le répète à chaque fois, en disant que c'est un point très important, il touche une corde très sensible dans la population, parce que ça renvoie aussi à... Et Thomas, toi qui avais suivi les premières primaires démocrates, là, dans les premiers États, dès le mois de février, mars, Sanders mettait le paquet là-dessus? Oui, il y avait un grand jeu qu'il avait avec le public dans tous ses discours. C'était de s'adresser à la salle et demander quelle est votre dette étudiante. Et on voyait les mains se lever. Moi, c'est 20 000 $. Moi, c'est 150 000, etc. Et en fait, voilà ce qui se produit, c'est que c'est des gens qui commencent leur carrière professionnelle avec des dettes allant de 50 000 $ s'ils ont fait une petite université ou des parents qui ont un peu payé, à 200 000 $ pour ceux qui ont vécu que de bourses. Mais les bourses, il faut les rembourser. Donc, enfin, les prêts étudiants, il faut les rembourser. Donc voilà, ils commencent. Et ça avait un réel impact, parce que Bernie Sanders, après, promettait une éducation gratuite, des choses comme ça. Choses qui ont été reprises dans la plateforme démocrate. Après, effectivement, c'est tout un système à changer, donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça que, comme le disait Romain Hurès sur la question du salaire minimum, il faut avoir l'assentiment du Congrès, etc. Mais j'ai envie de revenir un peu sur ce que vous disiez avant et de vous poser une question, là pour le coup, plus sur le parti républicain, puisque Trump, effectivement, a mis en avant cette question des faibles diplômes, de la difficulté d'accès à l'université. C'est lui qui a mis l'accent sur la mondialisation. Est-ce que là, par plein d'autres aspects, il fait exploser le Parti républicain dans plein de domaines, mais dans ce domaine-là, entre d'un côté un Parti républicain qui, depuis Reagan, se veut le parti des classes moyennes, des classes ouvrières, des classes populaires, des cols bleus, puisque Reagan avait fait venir au Parti républicain un certain nombre de démocrates, les Blue Democrats. Et en même temps, ils ne soutiennent que des politiques qu'on peut qualifier de néolibérales, c'est-à-dire moins d'impôts, moins de fiscalité, pas de réforme de Wall Street, moins d'aide sociale, moins d'État. Et c'est un grand écart. On a l'impression que le grand écart n'est plus tenable aujourd'hui. Oui, là, c'est un parti qui est en lambeaux, puisque l'intérêt de Trump, c'est d'avoir changé les priorités du parti, qui mettait beaucoup l'accent sur les questions culturelles, au moment des élections, le mariage homosexuel, le déclin de l'Amérique, etc., pour remporter les élections, et qui, à côté de cela, avait une politique économique qui était d'une violence terrible, mondialisation, dérégulation, etc., et il a changé curieusement parce que lui-même, sur les questions culturelles, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Et donc, il a mis l'accent sur les questions économiques et il a conduit beaucoup d'élus républicains qui ont dû s'arracher les cheveux en l'entendant, puisqu'il a changé cette priorité et dit le problème, c'est la mondialisation, c'est les dérégulations que le parti conduit de manière très brutale depuis 30 ans. Et on a vu beaucoup d'hommes d'affaires qui ont expliqué que la Chine, c'est le nouvel Eldorado, donc il est hors de question de taper sur la Chine. Dans le sud-ouest du pays, beaucoup d'hommes d'affaires disent qu'ils ont besoin de l'immigration mexicaine. C'est un des moteurs très importants pour les petits hommes d'affaires locaux dans les États de Californie, du Nouveau-Mexique, etc., etc. Donc là, on a un parti qui est complètement éclaté. Je ne sais pas du tout comment ils vont reconstruire une plateforme crédible et puis ils vont retrouver une unité au parti, parce qu'il a vraiment fait imploser le parti en changeant l'ordre des priorités, en disant notre priorité, c'est une mondialisation qui est en train de chasser les emplois industriels du sol états-unien. C'est une politique migratoire qui, pour des raisons économiques, a conduit à des désastres locaux, a conduit à faire perdre des emplois à des Américains. C'est une politique fiscale aussi qui est très, très contestable. Et donc, on a un parti qui va entrer dans une crise, je pense, qui va commencer dès le lendemain de l'élection et la défaite annoncée de Trump. Mais parce qu'il a complètement bouleversé l'ordre des priorités du parti. Et il l'a mis face à ces contradictions que vous évoquiez, c'est-à-dire sans cesse séduire un électorat ouvrier en lui expliquant que l'Amérique était sur le déclin, et dans le même temps mettre en place des politiques d'une violence terrible qui conduisaient à... Juste, et puis on va être obligé de terminer, donc c'est la dernière question. Cette question des inégalités, elle est en train de mettre à bas ce qui est quand même un des grands mythes américains, celui de la classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne, c'est ça l'horizon américain ? Il y a une classe moyenne qui est le cœur, qui est au cœur même des États-Unis, qui est le rêve américain pour aller vite. Mais qui se trouve menacé. Mais qui se trouve menacé. Et il y a beaucoup d'indicateurs récents qui montrent que, pour la première fois sur les tranches 30-45 ans, il y a de moins en moins de propriétaires.
C'est-à-dire que le ratio propriétaire-locataire, et quand on sait l'importance symbolique de l'accès à la propriété, hein, c'est l'entrée dans la classe moyenne pour les gens issus des milieux modestes, issus des minorités ethniques. Le rêve américain commence par l'accès à la propriété, et on voit de manière tout à fait étonnante hein, que ce chiffre est en train de baisser, et que de plus en plus d'Américains n'ont pas d'autre choix que de louer et pas d'acheter. Et on comprend très bien, si on revient à la question de l'éducation, à l'endettement, etc., on voit très bien pourquoi il est très difficile pour un jeune ménage d'avoir accès à la propriété aux États-Unis. Et donc, ce qui est menacé, c'est qu'il y a des conditions objectives hein, de déclassement qui sont bien réelles. Et ça explique une partie de la colère ou de l'inquiétude hein, que le succès de Bernie Sanders a exprimé. D'accord, merci Romain Huret. Thomas, merci.